merci de nous rejoindre sur le plateau du Morning Night 24 News, édition consacrée 4 jours avant les élections, et bien évidemment aux législatives israéliennes, avec cette large offensive contre le règne de 6 ans de Benjamin Netanyahou. Un groupe d'anciens commandants de la sécurité israélienne a critiqué le Premier ministre pour avoir supposément ruiné les liens avec les États-Unis, avoir mal géré la guerre de cet été contre le Hamas et avoir eu une approche maladroite vis-à-vis des négociations internationales sur le programme nucléaire de l'Iran. On verra ce qu'en pensent nos invités ce matin. Et puis dans un tout autre registre, on verra des dessins nimbés d'angoisse, un train fantôme parfois terrifiant, souvent glaçant. Marie Chèque nous emmènera à Paris, à la Maison Rouge, à la rencontre de Jérôme Zonder et son expo, Fatoum. Ça veut dire destin en latin, c'était un peu bouleversant, mais vous allez voir, c'est primordial parce que ça parle du travail de mémoire. Ce sera en fin d'édition. Voilà donc pour ce sommaire et pour en parler avec nous ce matin sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Raphaël Yerushalmi. Bonjour Raphaël, ancien officier des services de renseignement israéliens. Michel Kishka, bonjour, dessinateur de presse. Maurice Ifergan, rédacteur en chef à 24 News. Merci à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors Maurice, je me tourne vers vous d'abord et puis bien évidemment à 4 jours des législatives, eh bien on parle des récents sondages. Le dernier en date, commandé par Ariel Benifar. C'est le sondage de i24 News, notre chaîne, qui a été réalisée par l'Institut, comme d'habitude, Géocartographie. Et vous voyez les résultats. L'Union sioniste mène avec 24 sièges, alors que le Likoud est derrière avec 21 sièges. Pour le reste, la carte politique semble assez stable. La liste arabe unifiée toujours 13 sièges, le foyer juif de Naftali Bennett 11 et Yesh Atid de Lapid 12. À noter que Koulanou de Carlon a passé la barre des 10 mandats et se trouve un peu entre 10 et 11, ça dépend des sondeurs. Maintenant, il faut voir que finalement, ce qui sort de ce sondage, c'est une espèce de match nul total. Si on fait les comptes des partis vraiment de droite, Likoud plus Israël, le foyer juif, on est à 33 mandats. La gauche, 31 mandats avec Meretz. Et le centre, 22 sièges. Donc là, on est à peu près à égalité. Tout va se jouer avec les voix des religieux et les voix du Parti arabe. Est-ce que le Parti arabe va peut-être pour la première fois de son histoire soutenir une coalition de gauche? Ça, c'est la question qui reste posée. Raphaël Yerushalmi, Michel Kishka, vous inspire quoi ce sondage? C'est ce qu'on a dit depuis le début et ce que Maurice vient de confirmer par les pourcentages. Quel que soit le gouvernement qui va arriver, ça va être un gouvernement d'une coalition assez large avec énormément de compromis, donc il ne tiendra pas les promesses qu'il a faites, qu'il sera obligé de compromettre et qui ne tiendra peut-être pas non plus la cadence entière. Michel Kishka. Vous savez, d'un autre côté, il y a quand même 3 fois moins de partis qu'il y avait il y a 15 ans en Israël. C'est pas mal qu'il y ait eu ce rétrécissement des choix qui sont proposés aux Israéliens. Mais moi, j'ai lu les sondages des campus qui a été fait dans les campus israéliens où le camp sioniste avait 49 sièges et Netanyahou 10. Alors j'étais très content il y a 3 jours quand j'ai lu ça. Voilà, on verra. Ce sera là. On est tous dans une espèce d'expectative. Et je peux vous dire que les conducteurs de taxi, puisque vous savez, je voyage beaucoup en taxi, qui sont pour moi toujours un baromètre de ce qui se passe en Israël, veulent plus Bibi. Et c'est eux qui me parlent, c'est même pas moi qui leur pose des questions. Ils savent même pas qui je suis, ce que je fais, quel est mon métier. Ils ont besoin de se justifier, de me dire j'ai toujours voté Likoud, cette fois-ci c'est la première fois de ma vie que je vais pas le faire. Alors il y a quelque chose de très profond qui se passe, mais maintenant évidemment, quelle coalition on va avoir, ça reste un grand point d'interrogation. Vous l'avez observé aussi vous, Raphaël Yerushalmi, cette volonté de changement dans différentes franges de la société israélienne? D'abord sur le plan historico-statistique, dirons-nous, des élections de la politique, à partir d'un certain nombre d'années, les gens veulent du changement de toute manière. Mais cette fois-ci, ils le veulent véritablement. Il y a un changement des priorités dans la population israélienne. C'est clair et net. La sécurité demeure importante, mais le social, le portefeuille, ça devient vraiment sérieux comme problème pour les classes moyennes, pour les classes ouvrières. Et donc il y a un shift très très certain vers la gauche. Donner au moins sa chance. À Lapid, à Bougie, à ces gens-là, voir si eux vont faire quelque chose sur le plan social. Je pense sur le plan sécuritaire, ça ne changera pas grand-chose. On parlera tout à l'heure effectivement de la réaction de certains
officiers chefs du Mossad par rapport à la politique sécuritaire du régime de Netanyahou. Alors avant cela, justement, on va prendre un peu la température côté de la droite. Et puis, c'est l'avant-dernière minute finalement dans ces législatives. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accordé une dernière interview aux grandes chaînes de télévision israéliennes. Et vous allez l'entendre, s'il se sait finalement lâché dans les sondages, le Premier ministre espère un sursaut de la droite nationaliste. Écoutez-le. Mon élection n'est pas évidente. Je serai élu uniquement si les électeurs du camp nationaliste sortent et votent pour mon parti. Ce n'est pas tenu pour acquis, mais ce n'est pas non plus une cause perdue. Je pense que s'ils comprennent cela, nous gagnerons. Voilà, rien n'est acquis. C'est un peu le drapeau rouge qui est souvent agité par Benjamin Netanyahou, surtout à la veille, à quelques jours des législatives. Alors on va passer justement à la revue de presse, voir un petit peu comment les journaux israéliens c'est pas du tout l'état en d'humeur parlent. dans la presse, cette assurance. Yediot Ahronot, vous allez le voir, titre sur la peur. Ils ont peur, c'est le titre de l'édito de Sima Kadmon à la une. Et Benjamin Netanyahou a tellement peur, écrit-elle, qu'il a accordé hier soir une série d'interviews exceptionnelles aux chaînes de télévision nationales. Mais preuve du manque d'assurance du Premier ministre, ajoute Sima Kadmon, Netanyahou a accepté les journalistes de la une et de la 2, mais pas a refusé celui de la 10 sans donner d'explication convaincante. En tout cas, voici le dernier sondage de Yediot Ahronot à la une. L'Union sioniste 26 sièges et le Likoud 22. Et à propos de ces résultats, Nahum Barnea cherche à expliquer l'euphorie d'Herzog et Livni. La victoire n'est pas encore là, écrit-il, mais ils n'ont aucune assurance que la partie s'achève mardi soir. Il faudra encore constituer une majorité, et là, c'est une autre paire de manches. Il a déjà préparé ses valises, Netanyahou, selon vous, Michel Kishka? Je pense que non. Je ne pense pas qu'il les a préparées. D'abord, je pense que c'est Sarah qui les lui prépare. Non, je pense qu'il croit à ce sursaut. C'est la panique à bord. C'est la panique à bord chez Netanyahou et sûrement au Likoud. Ils ont fait une très mauvaise campagne. Mais vous savez, les élections ne se jouent pas sur la campagne. Elles se jouent sur ce qui n'a pas été fait. On peut dire, c'est quand même, il y a eu 3 mandats consécutifs, 2 consécutifs et un précédent. Et les gens font un peu le total de ce que ça a donné et ils arrivent à un total de grosso modo 0. Et c'est ça qui, bien que le pays se soit droitisé, et c'est vrai, on ne peut pas dire que le pays ne s'est pas droitisé. Ils ne veulent plus Bibi Netanyahou et sûrement pas le Likoud. Et c'est très intéressant comme phénomène interne. En tout cas, Israël Hayom craint que la droite tombe finalement. Voilà, c'est le titre du journal. La droite risque de tomber et c'est sur 5 colonnes à la une. Ça sonne comme un appel à une mobilisation et au sursaut de la droite. Si vous ne votez pas Likoud, le gouvernement de droite va tomber, ajoute le quotidien. Et Israël Hayom de reprendre cet aveu d'échec de Netanyahou hier soir devant les chaînes de télévision. La majorité des électeurs israéliens me veulent comme Premier ministre, mais ils ne comprennent pas que je ne serai élu que si le Likoud reçoit plus de sièges au Parlement. En tout cas, en page intérieure, Israël Hayom insiste sur l'engagement de Netanyahou. Je ne partagerai pas le pouvoir avec la gauche. Alors là, vous parliez d'assurance, mais il y a quand même une certaine déception au sein du Likoud au vu des derniers sondages. Oui, c'est un peu la teneur du quotidien Haaretz. Déception au Likoud, c'est en quelque sorte l'esprit même de la une du quotidien qui constate que en dépit de l'assurance exprimée par le Premier ministre hier soir devant les caméras de télévision, et vous voyez que là, ce n'est pas unanime, les responsables du parti en coulisses admettent que le comité de campagne ne fonctionne pas et que sur le terrain, les militants sont muets. En d'autres termes, la campagne du Likoud est une énorme catastrophe et Netanyahou est responsable du fiasco, ne cache pas les leaders de ce parti. Quant à la rédaction de Haaretz, elle prend clairement parti ce matin pour le changement. Les élections à la 20e Knesset sont l'occasion inespérée, écrit le quotidien, de mettre un terme au long régime de Netanyahou. Allez, on passe au Jérusalem Post qui titre, lui, sur cette schizophrénie électorale. Voilà, le Jérusalem Post met en évidence les tendances contradictoires dans les sondages de ces derniers jours. D'un côté, le sondage du Jérusalem Post donne l'avantage à l'Union sioniste sur le Likoud, 25 sièges contre 21. Mais d'un autre côté, le sondage publié par Haaretz montre que les électeurs font plus confiance à Netanyahou qu'à Herzog. 48% pour Netanyahou, 34% pour Herzog. Ces deux résultats contradictoires ne dénotent-ils pas une schizophrénie chez les électeurs israéliens ? Demande le Jerusalem Post. Non. Cette contradiction reflète plutôt les hésitations des électeurs à l'intérieur des deux grands blocs de gauche et de droite. Alors c'est ça, vous parliez de volonté de changement tout à l'heure, Raphaël Yerushalmi, mais est-ce qu'il y a aussi, au sein de la société israélienne, il n'y a pas une crainte finalement que personne d'autre à part Netanyahou n'ait la carrure, les épaules nécessaires sur la scène internationale, etc., pour représenter Israël ? C'est la crainte sur laquelle il essaye de jouer.
Et la crainte aussi que, effectivement, les électeurs de droite se lèvent beaucoup plus tard le matin que ceux de gauche pour arriver aux urnes. Ça me rappelle un petit peu quand même le vote des Français, hein, Sarkozy-Hollande. En fin de compte, Kishka a dit la campagne du Likoud était très mauvaise. La campagne électorale de tous les partis était catastrophique. Il n'y a aucun agenda. C'était soit lui, soit moi, soit elle, soit nous. C'est devenu pas eux, pas nous. la campagne que ça, oui ou non en fait, Bibi. En fait, le vote qui aura lieu mardi, c'est oui ou non à Bibi. Personne ne va voter Bougie Herzog, Livni. On va voter oui ou non Bibi. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Vous le ressentez aussi comme ça, Michel, une sorte changement. de référendum sur la personnalité de Benjamin Netanyahou et du Entre Likoud? autres, oui, je pense aussi, d'ailleurs c'est le dessin que j'ai fait, qu'on verra un peu plus tard. C'est absolument, finalement, on arrive vraiment au sommet de ce triangle où tous les partis se réunissent, et c'est finalement ça que les gens vont devoir Ce trancher. qui montre peut-être effectivement à quel point Benjamin Netanyahou est centralisateur du pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans le Likoud un mouvement d'autres têtes, on voit uniquement le Big Chief. Ça lui a d'ailleurs Bibi. été reproché qu'il ait élagué au fur et à mesure et évincé ces différentes jeunes pousses. Ça le possibles. dessert en tous les cas cette fois-ci, parce que par exemple par rapport à Bougie Herzog, dans l'équipe de Bougie Herzog, il y a des noms. On ne peut pas être enthousiaste peut-être de Bougie Herzog, mais il y a d'autres noms dans la liste qui apparaissent, qui attirent les gens. C'est un éventail très large de personnalités. Alors que dans le Likoud, on a du mal à voir dans l'ombre du grand maître les autres qui sont ses ministres Avec et beaucoup qui moins de ont renouveau. souvent des grandes qualités, mais qui restent dans l'ombre du chef. J'entends des Israéliens dire qu'ils n'ont rien à perdre à donner sa chance à Bougie Herzog. Et ça, c'est une chose que je n'avais jamais entendue avant. Ça, c'est intéressant, vraiment. Alors on va s'intéresser pour terminer à une autre course finalement dans ces élections, Exactement, la course au On trésor. va s'intéresser à Marie et cette bataille pour le trésor qui pourrait bien être la clé des prochaines élections. Il y a 2 candidats pour le portefeuille des finances, vous le savez, Moshe Kahlon de Koulonou et Yair Lapid de Yesh Atid, 2 partis centristes qui ont mené leur campagne sur les questions sociales, en priorité celle du logement. Alors hier soir en clôture de campagne, Kahlon a accusé directement son rival Lapid, qui était ex-ministre des Finances, de l'échec de la politique du logement. Pour moi, a-t-il dit, il n'y aura pas de rattrapage. Si j'échoue, je ne me représenterai pas, affirme Moshe Kahlon. La lutte est sévère entre les 2 prétendants au portefeuille des finances. Selon les derniers sondages, Koulonou est crédité de 8 sièges et Yesh Atid de 11. Oui, mais Kahlon, il faut quand même rappeler à tous ceux qui nous écoutent que c'est un ancien Likoud et qu'il laisse encore tout ouvert, parce que lui, le Premier ministre qui fera appel à lui, il dira oui. Donc de toute façon, si c'est Bibi, il dira oui, et si c'est Lapid, eh bien, il ne va pas tenter sa chance d'être dans l'opposition. Il va vouloir être au gouvernement et avoir un rôle important. Alors messieurs, justement, je voudrais qu'on parle de morale, de critique, de tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, notamment dimanche dernier et notamment en milieu de semaine de la part des anciens officiers supérieurs de la sécurité israélienne, de l'armée également, qui critiquent la politique sécuritaire de Benjamin Netanyahou. Alors échec sur le dossier iranien, échec à Gaza au cours de la dernière opération, échec total finalement si l'on en croit Meir Dagan, si l'on en croit Shabtai Shavit ces derniers jours. Est-ce que finalement on peut faire confiance, Raphaël Yerushalmi, à Benjamin Netanyahou sur le plan de la sécurité? Alors là, le problème, il y a 2 angles. Il y a la sécurité militaire, donc Netanyahou / ministre de la Défense, et puis la politique. Sur le plan militaire sécuritaire, il y a eu des échecs. Dire professionnellement par ces officiers que ces échecs sont dus à la politique de Benjamin Netanyahou, à mon avis, c'est faux. On va parler des échecs de sa politique, mais là, sur le plan militaire, ce sont des échecs militaires. L'échec de Gaza contre le Hamas, c'est l'échec de l'armée de Tzahal, de Gallant. Les échecs du Liban numéro 2 sont des échecs purement militaires. Alors on parle aussi de l'échec dans les négociations iraniennes. Il y a Alors là, c'est certains la officiers politique, qui ont dit c'est qu'il s'y l'autre est mal aspect. pris. Doit-on faire confiance à Netanyahou sur le plan de la politique?
Là, c'est une question d'avis. Je dirais que les généraux et les chefs du Mossad ne sont pas différents de votre médecin de quartier. Vous pouvez aller chez l'un, il vous donnera une aspirine, et vous allez aller chez l'autre, il vous envoie à l'hôpital. Les avis sont différents. À la veille des attaques de Scud de Saddam Hussein sur Israël, il y avait une grande partie de l'amirauté de Tsahal qui a déclaré la veille même que mais jamais de la vie, c'est un bluff, il n'y aura pas un seul missile sur Israël. Donc vous voyez qu'il faut faire attention, il y a des écoles de pensée. Comment on peut expliquer ces différentes Des écoles de pensée, tout simplement. Si on regarde la liste des 200 officiers qui ont signé cette genre de pétition, ils sont beaucoup, là, pour la plupart, de la vieille école. Ce qui pour moi est un excellent signe. Je pense que c'est ce qui nous manque, c'est la vieille école. Ils ont une façon de penser qui est quand même différente de la façon beaucoup plus moderne, technocratique des chefs d'état-major d'aujourd'hui et de Netanyahou lui-même, qui est une sorte de technocrate, un peu comme Sarkozy est un technocrate. Eux, ils avaient quand même ce feeling, cette improvisation de l'époque. J'ai lu un petit peu ce qu'ils ont dit et il faut bien se résoudre à l'évidence. Savoir, et je pense qu'ils savent mieux que nous, ou devinent mieux que nous, si l'Iran est la priorité ou pas la priorité. Ils sont quand même dans le nombre pas mal de chefs du Mossad, de chefs d'état-major à dire que l'Iran n'est pas la priorité, mais bien l'immédiat, c'est de s'arranger avec les Palestiniens. Alors on va recueillir les impressions de Jacques Neria sur cette question. Vous êtes avec nous par téléphone, Jacques. Alors vous aussi, vous êtes ancien officier des services de renseignement israéliens. Vous avez également été conseiller d'Yitzhak Rabin et c'est en ce point que votre position est aussi intéressante à ce sujet. Alors bonjour Jacques. Est-ce que vous considérez, comme Raphaël vient de nous le dire il y a quelques instants, que finalement, ces déclarations des anciens officiers de la sécurité, c'est un peu comme les médecins de famille, on peut avoir différents avis et différentes façons, modes de pensée Écoutez, je vous rappelle qu'il y a quelque temps, il y avait eu un témoignage... Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Jacques. Attendez un moment. Il y a eu un témoignage sur la télé sur les 5 chefs du Shabbat. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, parfaitement. On est avec vous. Ok. Alors, voilà. Je vous rappelle qu'il y a eu un consensus avec les directeurs du Shabbat, des responsables de la sécurité intérieure, sur le fait que la politique de Netanyahou avait échoué concernant les Palestiniens, concernant le processus politique. C'était, je dirais, un consensus. Le fait qu'il y ait deux chefs du Mossad, un c'est Dagan et l'autre Shabtai Shavit, qui sont connus comme des gens de droite et non pas des gens de gauche, qui se sont exprimés contre le Premier ministre, veut dire beaucoup de choses ici pour le public, et certainement pour son audience politique. Le fait qu'il y ait des officiers, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui s'oppose à Netanyahou, parce que nous le voyons comme subalterne, comme quelqu'un qui n'a pas tellement, je dirais, une carrière militaire. Donc on le regarde un peu de haut en bas, mais ça n'a rien à voir avec, je dirais, le principe que le pays est paralysé par le manque d'initiative politique, et c'est ce que les officiers sont en train de témoigner. Le problème est le suivant, c'est qu'au lieu de critiquer et de contre-critiquer logiquement, honnêtement, on est tout simplement Netanyahou a laissé ses sbires attaquer ces gens, ces piliers de la défense israélienne et de les appeler du nom de traîtres, ce qui a naturellement enchaîné et enflammé les émotions, et c'est naturellement la réaction aujourd'hui est telle qu'on le voit. Donc en fait, c'est parce qu'on ne les a pas laissés s'exprimer au moment où ils étaient en poste qu'ils n'ont pas émis d'opposition à cette politique enclenchée par Benjamin Netanyahou. C'est ça la raison? Non, mais pas du tout. Écoutez, Dagan et Diskin se sont opposés, et même le chef d'état-major se sont opposés directement à Netanyahou concernant l'attaque éventuelle des installations nucléaires en Iran. Ils l'ont dit clairement à l'époque et ils se sont opposés, ils continuent à s'opposer. Ils disent que c'est une mauvaise politique. La politique n'était pas la bonne, il fallait opter pour une coopération beaucoup plus profonde avec les États-Unis, et le résultat c'est qu'aujourd'hui nous sommes isolés dans le monde, les six puissances ne nous parlent pas, ne communiquent pas avec nous, nous sommes laissés de côté et finalement l'accord sera fait avec l'Iran et les sanctions seront levées.
Merci beaucoup. Jacques, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir accordé votre point de vue. Michel, je voudrais recueillir vos impressions aussi à ce sujet. À ce genre de réaction, évidemment, je ne parle pas maintenant de ce qui s'est passé. Mais dans le passé, à ce genre de réaction, le réflexe de Netanyahou a toujours été de délégitimer cette opposition et de traiter ses opposants, même s'ils avaient des carrières militaires vraiment qui étaient tout à leur honneur, de traîtres ou de gauchistes. Des mots très durs. Hein, il ne peut plus le dire. Il ne peut plus le dire. On voit bien que cette opposition et ces critiques, ça ne vient plus d'un seul camp. Et je pense qu'une des choses que Netanyahou a essayé de faire, et finalement, s'il tombe maintenant, ça voudrait dire qu'il a échoué, c'est de délégitimer la gauche israélienne. Et j'espère qu'il va échouer. Voilà, c'est mon souhait le plus fort. Et il suffit de voir mes dessins pour lire le fond de ma pensée. Je pense qu'il a vraiment fait beaucoup de tort. Il y a une énorme différence avec toutes les manifestations d'opposition d'officiers de réserve d'avant. Et avant, ce n'était que des actes politiques, ce n'était qu'un camp spécifique, la gauche, très à gauche, pas la gauche, très à gauche. C'était des gens qui n'avaient aucune autorité professionnelle, ça n'a rien à voir avec le niveau de ceux qui ont signé maintenant, donc rien à voir. C'est la première fois justement. Je dirais pas qu'avant c'était des traîtres, mais c'était certainement des gens qui servaient à rien, qui ne pouvaient que nuire. C'était mettre de l'huile sur le feu. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est quelque chose de sérieux. Ce sont des professionnels qui s'inquiètent. Je vais juste dire, sur le plan des chiffres, 200 généraux, chefs du Mossad, ça représente à peu près moins de 20%. On parle de tous ceux qui ont signé, ça s'étale sur 30 à 40 ans de carrière de sécurité dans les différents services. Donc si vous faites le calcul, 200, c'est à peu près 20% des généraux, chefs du Mossad, chefs de Shabak qui ont signé. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça représente malgré tout qu'une minorité, pour remettre les choses un peu en proportion. Ce n'est pas l'ensemble des anciens officiers de l'armée qui est contre Netanyahou. C'est pour le moment, ça reste une minorité. Deuxièmement, la question qu'on peut poser malgré tout, parce qu'on peut faire un réquisitoire, mais il faut se poser quand même une question. Pourquoi ces officiers, même s'ils n'étaient pas d'accord avec la politique, n'ont pas dit si je suis en contradiction avec une partie de l'état-major, avec la direction politique, je quitte l'uniforme et je vais exprimer mon opinion dans le public. Pourquoi être resté? Meir Dagan a demandé 2 fois une prolongation de son mandat à Benjamin Netanyahou, alors qu'il n'était pas d'accord avec lui. Donc il y a quand même des points d'interrogation. Le fameux documentaire dont Jacques Derrida parle, où les chefs de la Shabak, du Shin Bet, se plaignent d'avoir dû faire ceci, c'est du bidon. C'est du bidon parce que d'abord, dans l'armée, dans les services de sécurité, il y a des canaux par lesquels on peut exprimer son désaccord, refuser un ordre si on le trouve immoral, etc. Et si on a vraiment une conscience, on démissionne. Maintenant, on ne garde pas sa place. Il y a aussi une précision qu'il faut apporter, c'est que l'attaque contre les installations nucléaires contre l'Iran, qui était soutenu par Ehud Barak à l'époque, qui était à gauche, n'a jamais eu lieu. Donc, quelque part, l'échelon politique a écouté les conseils de l'échelon militaire. Et deuxièmement, c'est vrai que sur le plan diplomatique, s'il y a des problèmes, ils peuvent les mettre en avant, mais ne pas utiliser leur ex-statut d'officier de l'armée pour le dire. Je veux dire, ce sont des citoyens comme tout le monde aujourd'hui. Grande question que cette émission finalement de l'armée et du militaire dans la politique et dans ces législatives en particulier israéliennes. Je voudrais qu'on jette un coup d'œil, Michel, à vos dessins. On va commencer, et vous y faisiez référence tout à l'heure à ce dessin, ce duel Bibi-Herzog et la dernière ligne droite, J-4 avant les législatives. Hier soir, vraiment, en le faisant, je me dis comment je résume ces dernières lignes droites dans lesquelles on se trouve. Alors c'est Bibi avec Bibi et c'est Bougie Herzog avec pas Bibi, et dit la différence entre nous est un bon pas. Okay. Et voilà, et ça dit tout. Ils sont dos à dos. Il y en a un qui a un t-shirt rouge avec la paix et l'autre qui a un bleu avec le nucléaire. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc pour ce dessin particulièrement révélateur, moi ça me plaît toujours de voir vos dessins. Mais si Bougie est Premier ministre, on aura beaucoup de difficultés à le caricaturer parce qu'il n'a pas une tête facile. Pour nous, les dessinateurs. Ça va être aussi particulièrement dur pour les caricaturistes, mais télé, avec la voix de Bougie Herzog, dont on a beaucoup parlé tout au long de cette campagne, et avec ces clips un peu modifiés. On continue, vos dessins.
ces gens, ces piliers de la défense israélienne et de les appeler du nom de traîtres, ce qui a naturellement enchaîné et enflammé les émotions, et c'est naturellement la réaction aujourd'hui est telle qu'on le voit. Donc en fait, c'est parce qu'on ne les a pas laissés s'exprimer au moment où ils étaient en poste qu'ils n'ont pas émis d'opposition à cette politique enclenchée par Benjamin Netanyahou. C'est ça la raison? Non, mais pas du tout. Écoutez, Dagan et Diskin se sont opposés, et même le chef d'état-major se sont opposés directement à Netanyahou concernant l'attaque éventuelle des installations nucléaires en Iran. Ils l'ont dit clairement à l'époque, et ils se sont opposés, ils continuent à s'opposer. Ils disent que c'est une mauvaise politique. La politique n'était pas la bonne, il fallait opter pour une coopération beaucoup plus profonde avec les États-Unis, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes isolés dans le monde. Les six puissances ne nous parlent pas, ne communiquent pas avec nous, nous sommes laissés de côté, et finalement, l'accord sera fait avec l'Iran et les sanctions seront levées. Merci beaucoup. Jacques, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir accordé votre point de vue. Michel, je voudrais recueillir vos impressions aussi à ce sujet. À ce genre de réaction, évidemment, je ne parle pas maintenant de ce qui s'est passé. Mais dans le passé, à ce genre de réaction, le réflexe de Netanyahou a toujours été de délégitimer cette opposition et de traiter ses opposants, même s'ils avaient des carrières militaires vraiment qui étaient tout à leur honneur, de traîtres ou de gauchistes. Des mots très durs. Il ne peut plus le dire. Il ne peut plus le dire. On voit bien que cette opposition et ces critiques, ça ne vient plus d'un seul camp. Et je pense qu'une des choses que Netanyahou a essayé de faire, et finalement, s'il tombe maintenant, ça voudra dire qu'il a échoué, c'est de délégitimer la gauche israélienne. Et j'espère qu'il va échouer. Voilà, c'est mon souhait le plus fort. Et il suffit de voir mes dessins pour lire le fond de ma pensée. Je pense qu'il a vraiment fait beaucoup de tort. Il y a une énorme différence avec toutes les manifestations d'opposition d'officiers de réserve d'avant. Et avant, ce n'était que des actes politiques, ce n'était qu'un camp spécifique, la gauche, très à gauche, pas la gauche, très à gauche. C'était des gens qui n'avaient aucune autorité professionnelle, ça n'a rien à voir avec le niveau de ceux qui ont signé maintenant, donc rien à voir. C'est la première fois justement. Je ne dirais pas qu'avant c'était des traîtres, mais c'était certainement des gens qui servaient à rien, qui ne pouvaient que nuire. C'était mettre de l'huile sur le feu. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est quelque chose de sérieux. Ce sont des professionnels qui s'inquiètent. Je vais juste dire, sur le plan des chiffres, 200 généraux chefs du Mossad, ça représente à peu près moins de 20%. On parle de tous ceux qui ont signé, ça s'étale sur 30 à 40 ans de carrière de sécurité dans les différents services. Donc si vous faites le calcul, 200, c'est à peu près 20% des généraux, chefs du Mossad, chefs de Shabak qui ont signé. Maurice. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça représente malgré tout qu'une minorité, pour remettre les choses un peu en proportion. Ce n'est pas l'ensemble des anciens officiers de l'armée qui est contre Netanyahou. C'est pour le moment, ça reste une minorité. Deuxièmement, la question qu'on peut poser malgré tout, parce qu'on peut faire un réquisitoire, mais il faut se poser quand même une question. Pourquoi ces officiers, même s'ils n'étaient pas d'accord avec la politique, n'ont pas dit si je suis en contradiction avec une partie de l'état-major ou avec la direction politique, je quitte l'uniforme et je vais exprimer mon opinion dans le public. Pourquoi être resté? Meir Dagan a demandé 2 fois une prolongation de son mandat à Benjamin Netanyahou, alors qu'il n'était pas d'accord avec lui. Donc il y a quand même des points d'interrogation. Le fameux documentaire dont Jacques Derrida parle, où les chefs de la Shabak, du Shin Bet, se plaignent d'avoir dû faire ceci, c'est du bidon. C'est du bidon parce que d'abord, dans l'armée, dans les services de sécurité, il y a des canaux par lesquels on peut exprimer son désaccord, refuser un ordre si on le trouve immoral, etc. Et si on a vraiment une conscience, on démissionne. Maintenant, on ne garde pas sa place. Il y a aussi une précision qu'il faut apporter, c'est que l'attaque contre les installations nucléaires contre l'Iran, qui était soutenu par Ehud Barak à l'époque, qui était à gauche, n'a jamais eu lieu. Donc, quelque part, l'échelon politique a écouté les conseils de l'échelon militaire. Et deuxièmement, c'est vrai que sur le plan diplomatique, s'il y a des problèmes, ils peuvent les mettre en avant, mais ne pas utiliser leur ex-statut d'officier de l'armée
pour le dire. Je veux dire, ce sont des citoyens comme tout le monde Alors, aujourd'hui. En tout cas, surtout maintenant, grande question que cette aux émission élections. finalement de l'armée et du militaire dans la politique et dans ces législatives en particulier israéliennes. Je voudrais qu'on jette un coup d'œil, Michel, à vos dessins. On va commencer, et vous y faisiez référence tout à l'heure à ce dessin, ce duel Bibi-Herzog et la dernière ligne droite, J-4 Voilà, avant les absolument. législatives. Hier soir, vraiment, en le faisant, je me dis comment je résume ces dernières lignes droites dans laquelle on se trouve. Alors, c'est Bibi avec Bibi et c'est Bougie Herzog avec pas Bibi, et dit la différence entre nous est un bon pas. Ok. résume ce dont on va parler ce matin. Et voilà, et ça dit tout. Ils sont dos à dos. Il y en a un qui a un t-shirt rouge avec la paix et l'autre qui a un bleu avec le nucléaire. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà donc pour ce dessin particulièrement révélateur. Moi, ça me plaît toujours de voir vos dessins. Mais si Bougie est Premier ministre, on aura beaucoup de difficultés à le caricaturer parce qu'il n'a pas une tête facile. Pour nous, les dessinateurs. Ah oui. Ça va être aussi particulièrement dur pour les caricaturistes, mais télé, avec la voix de Bougie Herzog, dont on a beaucoup parlé tout au long de cette campagne, et avec ces clips un peu modifiés. On continue vos dessins avec quelque chose de beaucoup moins drôle et avec Daesh. Oui, et voilà. Il y a il une vidéo et des photos qui circulent sur le net dont on ne sait pas si c'est un photomontage ou non, si ça a vraiment eu lieu. Ce petit garçon de 12 ans qui aurait exécuté un soi-disant traître arabe israélien qui aurait soi-disant travaillé avec le Mossad. Alors, je ne pouvais pas ne pas réagir à cela tout en émettant des réserves. Alors, je me suis un peu servi des images qui circulent sur le net. Le gosse dit, je lui trouve une gueule Mossad. Évidemment, c'est un jeu de mots un peu douteux, mais je suis belge, il ne faut pas l'oublier. Et son papa qui lui dit, bravo, quand tu seras grand, tout cela sera à toi, mon fils. Il lui montre le tas des otages exécutés. Et ce pauvre prisonnier qui dit, j'espère que c'est juste un photomontage. Donc voilà, je ne sais pas, c'est vrai, c'est pas vrai. En tout cas, c'est encore une escalade dans l'horreur, finalement, si jamais c'est vrai. Michel, je ne sais pas si tu as entendu l'interview du porte-parole du traducteur de Daesh cette semaine, à qui on a demandé, qui a quitté Daesh, qui est allé se réfugier à l'étranger, à qui on a demandé, mais comment se fait-il que ces otages ne bougent pas, ne réagissent pas et n'aient pas peur? Et il a expliqué, on leur fait croire qu'il s'agit simplement d'une vidéo et qu'on va rien leur faire et que c'est du bluff. Et donc c'est ce qui explique que les otages ne réagissent pas. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, ça peut marcher, mais au bout de 10 fois, je pense que ces otages ont entendu dire qu'il y a eu des décapitations et des exécutions. Donc, je ne pense pas qu'on leur donne YouTube quand ils sont emprisonnés. Ils n'ont pas dû voir ce qui s'est passé avant. Parce que quand on écrit Daesh et qu'on va sur Google Images, on en voit des choses. Mais je ne pense pas qu'ils ont la possibilité de le faire. Donc ils pensent que c'est un photomontage. Sûrement. On termine sur une note un peu plus positive et sur ce que ce 21e siècle peut apporter de beau et de positif avec Solar Impulse. Absolument. Où finalement, Jules Verne a vu juste. Oui, écoutez, j'ai voulu absolument. D'abord, il avait finalement prévu des choses et j'ai voulu rendre hommage à Bertrand Piccard que j'ai eu l'occasion de rencontrer à 2 fois